Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler des atteintes cutanées chez les équidés, liées évidemment à des expositions à des toxiques. Et donc, on va voir qu'on est beaucoup sur des problèmes de en général, on parle de photosensibilisation. Et vous verrez que j'ai substitué ce terme qui une petite connotation allergie pour une vraie phototoxicité, puisque là, on est vraiment dans un phénomène dose dépendant. Donc, on a beaucoup de plantes, on a beaucoup aussi d'autres entités pathologiques qui peuvent provoquer des atteintes cutanées. Je rappelle toujours que c'est une atteinte cutanée dominant le tableau clinique qui est observé sur les animaux. Mais évidemment, il peut y avoir d'autres répercussions et on verra que aucun symptôme chez les animaux n'est généralement unisymptomatique. Et donc, on voit qu'on est vraiment sur un phénomène plutôt, je dirais, diversifié. Donc là, je vous ai mis deux plantes qui sont les deux plantes phototoxiques primaires les plus caractéristiques, qui ont en tout cas défrayé la chronique toxicologique ces dernières années, le millepertuis et la Minius. Alors, le tableau clinique, il va s'appuyer, quand on appelle les troubles cutanés, sur des symptômes essentiellement cutanés avec de l'érythème, des desquamations, éventuellement des nécroses cutanées, et parfois des lésions mélaniques qui sont postérieures à la nécrose cutanée. Il faut bien voir quand même que dans ces intoxications, elles ont une grosse composante saisonnalité, surtout sur les phototoxicités primaires et secondaires, directes, puisque au printemps, on aura ce qu'on appelle les dermites des prés, généralement en relation avec des furanocoumarines, on développera plus tard. En été, on a plutôt des phototoxicités liées à une exposition à des naphthodiantrones. Là, on est vraiment sur des plantes qui ont une croissance plutôt estivale et qui vont exprimer leur maximum de toxicité entre juin et septembre. Et puis en automne, on aura la phototoxicité secondaire à une atteinte hépatique. Et là, on verra qu'on est sur un mécanisme où c'est d'abord l'atteinte hépatique qui va favoriser l'émergence de l'atteinte cutanée. Pour ce qui est des atteintes cutanées par causticité cutanée, c'est plus la physiologie de la plante et la stabilité des principes irritants qui va générer le tableau clinique. Et là, c'est vraiment l'exposition à cette plante qui va déclencher le tableau clinique. Pour ce qui est de l'atteinte nécrotique et viscérale, là, on est vraiment sur un mécanisme extrêmement complexe, faisant une part à l'immunologie de l'animal. Et c'est en fait la formation d'un antigène qui va déclencher des anticorps et former des immuns complexes et qui nécessite l'intégrité de la molécule, donc ce qui va induire un facteur d'instabilité des phytohémagglutinin qui sont les médiateurs, c'est des protéines. Et donc, généralement, c'est un peu plus complexe, et ce qui explique aussi qu'on a beaucoup moins de cas qui sont décrits. Alors, dans les plantes phototoxiques, on a celles qui sont primaires, c'est-à-dire que la plante contient un facteur qui est directement à l'origine de l'intoxication. On a celles qui sont secondaires, liées à une intoxication du foie qui va empêcher un certain nombre de choses. On a celles qui sont phototoxiques avec une origine inconnue, même si parfois on les raccroche à une atteinte secondaire. On a les plantes dermotoxiques directement avec des latex, et on verra. Et puis les plantes dermonécrotiques et viscérales, qui elles sont généralement des légumineuses fabacées, et on verra ensuite. Donc voilà, le signal initial en 2020, c'est 2500 moutons qui sont photo-intoxiqués. On suspecte le millepertuis qui est très fréquent dans la prairie. Et dans la foulée, on déclenche une alerte et cette alerte nous a ramené 4 cas équins et une dizaine d'autres dans le mois qui a suivi. Et donc, c'était à chaque fois des expositions à ce millepertuis. Donc, on a fait une enquête et on s'est aperçu que le millepertuis Hypericum perforatum était surreprésenté dans les pâtures, puisqu'il était à 60%, ce qui veut dire que toutes les autres plantes étaient évidemment en déficit. Donc, résultat, même si la prairie était complète, elle provoquait quand même un phénomène de disette pour les animaux qui était fortement incité à consommer la plante. Donc, résultat, il y a une surconsommation de cette plante. Et en plus, à l'occasion de l'enquête, on a testé les Hypericum perforatum en dosant l'hypericine, qui est la molécule active, et on s'est aperçu qu'elles étaient entre 5 et 10 fois plus concentrées que dans les Hypericum, entre guillemets, de référence. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement, entre guillemets, léger, qui va provoquer des prurites, qui va provoquer des desquamations. Et il faut savoir quand même que la photo du bas avec la régénération des tissus cutanés
a mis quand même plus de 6 mois pour retrouver une peau saine. Et pendant au minimum 3 semaines, il a fallu exclure les animaux de l'exposition au soleil puisque la molécule circulait dans le sang. Et de ce fait, à chaque fois qu'il y avait une exposition au soleil, on redéclenchait un phénomène de radicaux qui redéclenchait la disjonction entre le derme et l'épiderme. La plante la plus caractéristique et la plus souvent impliquée dans les phototoxicités primaires, c'est le millepertuis, qui est bien connu par les vétérinaires, Hypericum perforatum. Alors, c'est une plante qui fait des petits bouquets jaunes, qui est parfois confondu avec Jacobea vulgaris, le senson de Jacob, mais à la différence, là, on est vraiment sur une fleur entière avec des étamines, alors que dans le senson, on est plutôt sur une plante avec un capitule de plein de petites fleurs en tube. Alors, pourquoi on l'appelle perforatum? Parce que, je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, mais quand on regarde la feuille à travers le soleil, on voit plein de petites ponctuations dans la feuille, ce qui permet de l'identifier. Et de plus en plus, parce qu'il faut savoir quand même que dans 75% des cas des intoxications équines, c'est le foin qui amène la plante et l'entité pathogène. Et là, on retrouve la photo de droite avec cette plante et cette inflorescence caractéristique. Et on retrouve dans des foins des grandes brassées d'Hypericum perforatum. Et c'est à ce moment-là, comme c'est consommé, qu'on n'a pas conscience obligatoirement de cette adventice qui s'est glissée dans le foin. L'exposition au soleil ne déclenche pas grand-chose, sauf que 2-3 jours après, on voit arriver cette phototoxicité, puisqu'en fait, il y a un mécanisme d'action qui nécessite le temps de former les radicaux libres qui vont faire la disjonction derme-épiderme, c'est-à-dire que le coup de soleil, il n'est pas immédiat, mais il nécessite le temps de s'installer, donc 24 à 48 heures, et avec une exposition au soleil, parce que s'il n'y a pas d'exposition au soleil, la phototoxicité ne se déclenche pas. Le millepertuis, donc, il est généralement plutôt consommé 50% frais, 50% foin, dans les intoxications qui sont relatées au centre antipoison. Donc, il y a un décalage entre 24 et 48 heures entre l'exposition et les premiers symptômes. Il y a une autre plante qui est suspectée de contenir, mais les notifications sont extrêmement anciennes. On n'a jamais pu le revérifier récemment. Par contre, c'est une plante qui défraie la chronique toxicologique puisque c'est le sarrasin, Phagopyrum esculentum, qui permet, avec ses graines transformées en farine de blé noir, de faire les fameuses galettes bretonnes, et qui généralement se fait contaminer par une plante hallucinogène qui est le datura. Et en fait, la graine de Phagopyrum et de datura sont à peu près de même calibre, donc ne permettent pas l'extrusion par criblage, et généralement on a des symptômes d'hallucination. Néanmoins, c'est une plante qui résiste relativement bien à la sécheresse et qui incite un certain nombre de personnes d'envisager de redonner la consommation entière qui pourrait être à l'origine d'intoxication et de phototoxicité. Alors c'est vrai que, sans faire de ségrégation spatiale, mais c'est vrai qu'il y a moins de chances de s'exposer au soleil quand on habite la Bretagne, entre guillemets, je ne veux pas vexer les Bretons, que quand on est dans le Midi ou dans le Sud-Est, où là, je dirais que la phototoxicité, elle s'exprime beaucoup plus facilement. Donc, pour l'instant, on garde le sarrasin en stand-by, mais il n'est pas totalement exclu qu'il se réinvite à notre diagnostic. Et voilà, on va donc passer maintenant aux plantes à furanocoumarine, qui sont toujours des phototoxicités primaires, où là, on a une molécule qui est extrêmement diffusible en transcutanée. Donc, on peut avoir ou des atteintes locales ou des atteintes systémiques. Donc là, à gauche, vous avez la berce du Caucase. Au centre, un animal qui a été exposé en cutané, en marchant dans la plante, c'est passé en transcutané, ça a fait ce petit placard. Et à l'extrémité à droite, on a Amimaeus, qui est donc une apiacée, riche en furanocoumarine. Et donc là, le foin était quasiment constitué d'Amimaeus et avec une confusion avec de la luzerne. Et ça avait donné ce type de trouble. Donc, on avait des animaux qui étaient nourris avec un foin de luzerne. Comme ils n'avaient pas fini la luzerne dans la mangeoire, on leur avait laissé la luzerne à disposition pour qu'ils finissent la luzerne. Sauf que ce n'était pas de la luzerne, c'était de l'Amimaeus. Donc, ils ont quand même un peu contraint et forcé manger la plante. On a eu 15 moyennement atteints et 10 plus atteints, donc sur 35 individus. Puis donc, dans le paddock, il n'y avait rien à bouffer, donc ça a été mangé. Ça a déclenché la phototoxicité. Donc, on a suspecté les furanocoumarines, vu qu'on avait une plante à furanocoumarine. Donc, on identifiait Amimaeus. Et ce qui est intéressant, c'est que 15 jours après, 3 semaines après, on a eu des poulinages difficiles. C'est-à-dire que le premier poulinage a duré 5 heures, avec une rétention placentaire.
Donc, on s'est posé la question, en quoi une phototoxicité peut induire un poulinage difficile? Et en fait, on s'est aperçu que la plante avait deux effets qui se coulent. Elle était phototoxique par ses feuilles et ses tiges, mais elle contenait un spasmolytique dans les graines, puisqu'en fait, dans la graine, on a une probabilité, puisqu'il y a de la visnadine, et la visnadine, c'est la cousine Amivisnaga qui en contient. Donc on suspecte que dans Ami Maius, il y a probablement également de la visnadine. Et le diagnostic a été thérapeutique, puisqu'en administrant de l'ocytocine, on a libéré les poulinages, et la suite, les poulinages ont retrouvé leur temps normal d'expulsion du poulain. Et puis donc, on a aussi une atteinte uvéite qui est assez caractéristique des furanocoumarines, qu'on ne trouve pas obligatoirement dans l'atteinte par millepertuis, mais qui est assez fréquente dans les atteintes par furanocoumarines systémiques. Sachant que donc on voit que sur la furanocoumarine, soit elle est ingérée, dans le cas présent c'était une ingestion d'Amimaeus, mais on peut également avoir des expositions locales par contact avec juste des tout petits territoires exposés, et ces petits territoires qui expriment cet œdème cutané et cet érythème. Alors, on a plein de plantes qui hébergent des furanocoumarines à des degrés divers, et c'est là où on voit toute la modulation de la toxicité des plantes, c'est-à-dire qu'on a des plantes qui contiennent des furanocoumarines à faible concentration jusqu'à hautement concentrées. Et donc, quand vous avez Apium graveolens, le céleri, à certaines périodes de sa vie, la plante va exprimer un maximum de furanocoumarines, généralement dans des tissus fragiles. Donc, c'est en période de croissance. Heureusement, ce n'est pas le moment où on mange le céleri. Nous, on attend que le céleri soit mature pour le manger et qu'il ait fait ses réserves. Donc, de ce fait, on ne s'expose pas à la concentration maximale. Heracleum, c'est donc les berces, donc la berce sphondyle, l'autochtone, et la berce du Caucase, qui est hautement toxique. Et quand on regarde la différence entre Heracleum, Montegasanium du Caucase et Sphondylium, la locale, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des ratios de concentration. L'une joue dans la catégorie des moyennement concentrés, et la berce du Caucase, elle est hautement concentrée. Amimaeus, on l'a vu tout à l'heure. Poseidonum, c'est surtout le Poseidonum officinale paniculatum qui pousse en Corse, qui est vraiment une plante assez autochtone à la Corse. A priori, elle n'exprime sa toxicité qu'en Corse, et elle a des territoires extrêmement limités en Corse, puisqu'elle partage son territoire entre Poseidonum, Ferula et Ruta. Donc on a deux plantes, Ruta et Poseidonum, qui sont phototoxiques, et Ferula qui, elle, est hémotoxique. Donc, dans la famille des apiacées, nombreuses sont les apiacées qui peuvent contenir des furanocoumarines. Alors, il y a aussi des furanocoumarines linéaires et angulaires. C'est surtout les furanocoumarines linéaires qui sont à l'origine de l'intoxication. Et vous entendrez parler parfois de xanthotoxine et de psoralen. C'est les deux molécules qui sont les plus phototoxiques. Ensuite, on a les rutacées. La rutacée, c'est la famille des oranges, donc citrus. Alors, dans le citrus, il y a beaucoup de composés, mais c'est surtout la bergamote, qui est Citrus bergamia, qui, elle, héberge les furanocoumarines. Et il y en a une qui est vraiment la chef de file dans les rutacées, Ruta graveolens, calapensis et autres. C'est ce qu'on appelle la rue fétide. C'est une plante qui a une odeur extrêmement fétide et caractéristique, qui pousse surtout sur le littoral méditerranéen, mais qui est hautement toxique, qui rejoint la toxicité du Poseidonum et de l'Heracleum montegasanium, donc la berce du Caucase. Mais c'est surtout, il y a une très belle étude de 2001 qui démontre que c'est à chaque fois qu'il y a un tissu qui est en fragilité, donc plante en croissance, maximum de concentration dans les feuilles, plante en train de faire ses fruits, maximum de concentration dans les graines, et jamais dans les racines, puisque les racines, elles, ne sont pas assujetties à une prédation par un bioagresseur. Il faut vraiment voir, puisqu'il y a une étude de 1996 qui démontre qu'il y a beaucoup de plantes qui, face à une bioagression, vont déclencher la production de molécules à effet défensif. Et on pense que les furanocoumarines ont vraiment un effet défensif, puisqu'on leur a trouvé en matière d'ethnobotanique des propriétés fongicides, insecticides ou insectifuges. Ça, on n'est jamais à 100%, parce que fuge, ça fait partir les insectes. Cide, ça devrait les tuer. Donc là, on n'a pas, les tests font un petit peu de différence. Voilà. Donc on pense quand même que ces plantes-là, les deux premières familles, on a vraiment une induction de production de ces molécules dans les plantes pour se protéger contre les bioagresseurs. Une autre plante
Alors, pour l'instant, en vétérinaire, qui a peu été déclaré, puisque les animaux, a priori, ne s'exposent pas trop aux jeunes feuilles de Ficus carica, mais on a beaucoup de cas en humaine avec des gens qui soit se frottent sur des Ficus carica pour des figues de printemps, soit qui font, alors ça c'était sur l'île du Château d'Aix, des enfants en classe verte qui avaient fait de la soupe avec des feuilles de Ficus carica, qui ont été exposés et qui en certains en ont peut-être un petit peu mangé. Et vous vous retrouvez avec 40 enfants qui sont brûlés au soleil et une atteinte avec un plan rouge et une évacuation par hélicoptère. Voilà. Et puis la dernière plante, qui est une plante qui officiellement fait partie des plantes phototoxiques, mais dont les cas sont assez exceptionnels, puisque rarement elle s'incorpore dans les fourrages, mais par contre, elle a une odeur de bitume, donc bituminaria bitumosa, que moi je qualifierais d'odeur très désagréable, et je pense que c'est aussi ce qui incite les animaux à ne pas la consommer. Néanmoins, quand on dose dans la plante, on trouve un certain nombre de furanocoumarines. Comment différencier une atteinte par contact et une atteinte par ingestion? L'atteinte par ingestion va avoir une expression systémique, c'est-à-dire que tous les territoires blancs vont exprimer la phototoxicité. Dans les atteintes cutanées, on va avoir une atteinte blanche sur un animal qui a plusieurs zones blanches ou muqueuses. Ça va toucher que la zone où il a été exposé. Soit ça va être le mufle, soit ça va être les pattes avec des zones dépilées. Éventuellement, s'il y a une projection de sève dans l'œil, mais ça va être vraiment très localisé. Et en fait, c'est toujours le problème de la phototoxicité, c'est dose dépendant. Plus la dose est importante, plus le passage transcutané sera important et plus la concentration circulante pourra permettre d'exprimer la toxicité. Donc là, on a fait les phototoxicités primaires avec d'un côté les naphthodiantrones et de l'autre côté les furanocoumarines, sachant qu'à l'heure actuelle, ce qui en toxico est le plus fréquent, c'est quand même l'intoxication au millepertuis. Ensuite, on a les intoxications par hépatotoxicité. Alors, il y a des plantes hépatotoxiques qui vont donc empoisonner le foie. Et dans certaines conditions, dans certains cas, on peut observer une atteinte phototoxique, c'est-à-dire que l'animal s'est intoxiqué, le foie est intoxiqué. Et à ce moment-là, le foie n'arrive plus à éliminer les pigments de dégradation de la chlorophylle, donc c'est les phyloérythrines, et ces phyloérythrines vont se comporter comme des agents photodynamiques. Donc là, immédiatement, on passe dans l'intoxication systémique, c'est-à-dire que tous les territoires blancs vont exprimer cette phototoxicité. Donc là, je vous ai pris le chef de file des alcaloïdes pyrrolizidiniques avec le Senecio inequidens, le senson du Cap, qui est une plante envahissante exotique et qui de plus en plus monte le long des axes de circulation. Et vous pouvez compléter cette conférence par le visionnage de la webconférence de mai 2022 où on avait bien développé l'hépatotoxicité. Et en fait, la photosensibilisation est un des symptômes accessoires de l'hépatotoxicité. Voilà, donc là on est un champ qui est complètement envahi de sensons. C'était une année où d'habitude sur ce champ il y avait 2-3 pieds. Et là, le pré s'est transformé quasiment en un champ que je qualifierais de colza, c'est-à-dire une surface toute jaune. Bon, c'était à l'automne, donc pas du tout la période du colza. Et puis surtout avec des plantes qui ressemblent à des pissenlits. Une autre plante qui est phototoxique associée à une hépatotoxicité, là c'est le Tribulus terrestris, c'est une plante qui commence à, je dirais, s'inviter sur le territoire national, mais plutôt à partir des zones méditerranéennes. Et en fait, on a eu des expositions d'animaux liées à une pratique de sylvo-éco-pastoralisme, c'est-à-dire que pour ne pas utiliser d'herbicides dans certaines productions plutôt arboricoles, on utilise les animaux pour venir tondre la pelouse, entre guillemets, entre les arbres. Manque de peau, au pied des arbres, cette plante peut se développer. C'est une plante qui est très, très discrète, qui est très bien documentée en Afrique du Sud et en Australie, et qui, si on continue comme ça, on aura des cas de plus en plus fréquents d'exposition. Et après, il faut atteindre la dose toxique et l'expression. Le Lantana camara, c'est le même problème. C'est une plante qui a intégré la Fashion Botanical Week d'Angers, excusez-moi. Et donc, c'est beaucoup planté dans les espaces verts publics, dans les jardins d'amateurs. C'est vendu à des quantités phénoménales. Et puis, dans certains cas, ça s'échappe et on se retrouve avec des expositions. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout les moutons qui lui sont exposés, puisque c'est des moutons qu'on utilise pour l'éco-pastoralisme.
Mais de plus en plus, un certain nombre de collectivités territoriales utilisent le cheval pour tondre des espaces verts, des espaces publics et parfois des espaces résidentiels, pavillonnaires. Et on met les animaux dans des prairies autour des espaces pavillonnaires et malheureusement dépasse des propriétés ce type de plante. Et malheureusement, ce type de plante contient des saponosides stéroïdiques qui sont hépatotoxiques, mais également photosensibilisants. Une autre intoxication, c'est le trèfle. Alors le trèfle, c'est vraiment très très particulier parce que le trèfle, on l'accuse de beaucoup de choses et il semblerait que ce trèfle puisse, dans certaines conditions, dans certaines périodes, produire une molécule qui va avoir un effet hépatotoxique et provoquer justement cette photosensibilisation. Et c'est une photosensibilisation qui est un peu complexe puisque, ayant déprimé le foie, il peut parfois nécessiter jusqu'à 6 mois de suppression de l'exposition au soleil avant qu'il y ait une rétrocession des symptômes. Donc on avait un troupeau de chevaux dans le Puy-de-Dôme où la propriétaire sortait tous les chevaux à peau claire, blanche, plutôt la nuit, et les chevaux à teinte noire toute la journée. Donc résultat, elle avait coupé son troupeau, il y avait une soixantaine d'individus, elle avait coupé d'un côté les noirs pour la journée et les blancs pour la nuit. Voilà. Mais par contre, il faut se méfier parce que la modification climatique ces dernières années, on voit également au pâturage dans des prairies des phénomènes qu'on avait un petit peu perdus de vue parce que les conditions étaient pas du tout favorables à ce type de champignons. Donc là, je passe du Pitomycètes chartatum qui provoque l'eczéma facial des petits ruminants. Donc c'est une photosensibilisation secondaire parce qu'il y a une atteinte hépatique et derrière, le mécanisme phyloérythrine se développe. Et là, avant, on avait 2-3 cas par-ci par-là, et là, c'est 500 brebis qui ont été touchées. Et là, on a eu une suspicion sur les potocs de la montagne de la Rune, dans le Pays Basque, où on a mis les animaux et manque de peau, ils ont développé ce type de symptômes. Mais évidemment, heureusement minoré par le pelage qui était quand même plutôt sombre, mais toutes les zones claires étaient œdémaciées. Et donc, il a fallu rentrer ces animaux dans un couvert arboré, de telle sorte qu'ils ne soient plus exposés directement aux rayons du soleil. C'est vrai que la solution, c'est quand même de les mettre à l'ombre. Alors, quand vous êtes en alpage, c'est un petit peu difficile de trouver des arbres avec une ombre protectrice. Mais par contre, quand vous avez une bergerie, que vous avez une écurie, vous les mettez. Et généralement, c'est quand même, il faut les garder le plus possible à la non-exposition du soleil. Bon, certains proposent de mettre des crèmes indice 50 sur les animaux. Quand vous avez un cheval, ça peut, et puis une petite zone touchée, ça peut peut-être s'envisager. Quand vous avez un troupeau avec 200 chevaux, ou alors vous achetez la crème solaire à la tonne. Donc là, on a fait tout ce qui était phototoxicité générale. Et puis, est apparu, ces dernières années, des plantes envahissantes comme l'ambroisie ou l'armoise annuelle, qui sont deux plantes allergiques par les grains de pollen. Mais en fait, il faut savoir que caché derrière ces grains de pollen, on a des plantes qui appartiennent à la famille des astéracées, qui sont riches en lactone sesquiterpénique. C'est des molécules irritantes, mais instables, donc qui ne sont toxiques que dans la sève et que dans la plante fraîche. C'est-à-dire que dès que la plante sèche, les lactones sesquiterpéniques, qui sont des hétérocycles, sont extrêmement fragiles. Je vais schématiser, elles explosent. Donc, résultat, c'est une exposition à une plante fraîche qui va développer en cutané une atteinte d'irritation. Cette irritation, au départ, on disait, bon, oui, ça va peut-être un peu comme une piqûre d'ortie, c'est-à-dire ça va être urtication, ça va gratouiller un peu, et généralement, ça passerait à l'as. Sauf que ces dernières années, on a des épidémies d'atteintes cutanées, localisées, sur des peaux colorées, et donc de ce fait, il y a quelque chose qui les irrite, et c'est en contact direct, et à chaque fois qu'on va faire une enquête, on s'aperçoit qu'on a Ambrosia artemidifolia. Alors c'est une plante sur laquelle il y a un plan national de lutte, puisque c'est une plante qui a été considérée comme envahissante et toxique pour la santé publique, même si ça n'est qu'un problème d'allergie respiratoire. Et donc, résultat, on a beaucoup de données et on s'est aperçu qu'en supprimant cette plante, on faisait le lit à d'autres plantes. C'est-à-dire qu'en supprimant l'ambroisie, on fait émerger le datura. Ça, c'est un petit commentaire pour dire, attention, quand on joue aux apprentis sorciers dans l'environnement, la nature refuse le vide et surtout, on déséquilibre complètement les écosystèmes. Voilà, donc là, on a eu quelques accidents avec la vergerette du Canada, donc Erigeron canadensis, et puis avec Artemisia annua.
Alors, ce qu'il faut se méfier aussi, c'est qu'Artemisia annua est considéré comme un insectifuge et antiparasitaire. Donc, OK, quand vous le faites sous forme sèche, vous allez vous extraire de la toxicité des lactones sesquiterpéniques et vous aurez peut-être l'artémisine qui aura un effet sur les parasites. Mais il faut bien penser que c'est la préparation phytothérapique qui peut être éventuellement utilisée à cette fin, mais en aucun cas la substitution de la préparation phytothérapique par une plante fraîche, parce que là, on s'expose quand même, sachant que l'humain qui ramasse la plante, s'il le fait sans les gants, il verra que ça brûle bien les mains. Une autre plante qui, là, alors elle est accusée de beaucoup de choses, de tuer beaucoup d'animaux. En fait, ce n'est pas possible. Et donc, c'est le pouvoir irritant des euphorbes. Les euphorbes, c'est des plantes à latex. On voit sur une des petites photos le latex blanc qui s'échappe. Alors, on a plein d'euphorbes. L'euphorbe en bas, c'est l'euphorbe lathyris, l'euphorbe purge. L'euphorbe du maquis, l'euphorbe paralias, l'euphorbe de Corse. Alors, c'est des plantes, l'humain, à chaque fois qu'il s'y expose, il se brûle les mains, il se projette de la sève dans l'œil. Pendant 48 heures, il ne peut pas ouvrir les yeux. Donc, il comprend très vite. Et chez l'animal, c'est pareil. Dès qu'il touche à la plante, il se brûle. Et là, on voit que chez les juments, quand elles ont expérimenté cette intoxication, elles forment également les poulains à ne pas y toucher. Et donc, quand on laisse les animaux, si on ne les force pas à se frotter sur ce type de plante, eh ben, ils l'évitent. Et ils font un vide sanitaire de, on va dire, 30 à 50 cm autour de la plante. C'est-à-dire qu'ils n'iront même pas manger autour de la plante. Hein. Ils savent que dès qu'il doit y avoir une signature ou visuelle ou olfactive qui fait que la plante n'est pas touchée. Donc, quand on me dit que des animaux ont mangé des euphorbes, c'est vraiment pas de chance. Alors, après, on peut avoir des euphorbes qui sont rentrés dans le foin. À la dessiccation, elles gardent leur latex, donc parfois, ça modifie leur signature olfactive. Donc, elles peuvent consommer, mais très, très vite, le foin n'est plus consommé, simplement parce qu'il y a un pied d'euphorbe qui a été détecté. Donc, on voit quand même qu'il y a une éducation très, très rapide. Donc, généralement, quand il y a une causticité, c'est cutané, parce qu'ils ont marché dessus, et c'est éventuellement, après y avoir goûté, c'est une petite brûlure avec une gingivite. Voilà, ça c'est l'euphorbe du maquis, c'est l'endroit où on a vu les plus beaux accidents, vus de mon côté, avec des chevaux qui avaient utilisé en sylvopastoralisme, et qui sont, parce que c'était des chevaux qui n'avaient pas l'habitude du maquis, on les a mis parce qu'on pense que dans la nature tout est bon, et donc ça a déclenché des accidents. Là, on arrive sur notre dernière plante. Alors, cette dernière plante, c'est une histoire qui est assez intéressante, puisque c'est Vicia villosa, avec Vicia canonica et puis d'autres espèces de Vicia, Ves. En fait, officiellement, les méthyles qu'on utilisait, c'était orge aplatie et Vicia sativa, la Ves commune. Et puis, on s'est aperçu qu'avec la sécheresse, la restriction en eau, elle avait du mal à subsister. Donc, le semencier s'est dit, je vais substituer Vicia sativa par Vicia villosa. Et à ce moment-là, malheureusement, c'est tombé sur un troupeau de bovins et il y a eu 15% de mortalité. Et là, ce qui était très, très intéressant, c'est que très rapidement, on a eu une dégénérescence cutanée, les animaux qui perdaient complètement leur peau, donc qui avaient le derme à vif, évidemment avec les phénomènes de douleur locale, d'œdème cutané, enfin tout ce que vous imaginez, l'inflammation, la dermite. Mais surtout, on s'est aperçu que derrière, ça, à la limite, ça aurait pu passer avec quelques soins locaux, enfin c'était quand même assez douloureux. Mais surtout, il y a eu une dégénérescence, surtout rénale, et chez les bovins, c'est une catastrophe, puisque les bovins sont extrêmement sensibles à tout ce qui est atteinte rénale. Donc, résultat, ils mouraient d'insuffisance rénale aiguë avec une atteinte cutanée. Et chez le cheval, on ne sait pas, parce qu'on a une étude qui a été faite aux États-Unis avec ce type de plante, et on s'aperçoit que dans le cas des équidés, on a une atteinte et rénale et hépatique. Parce qu'en fait, le cheval, il a une sensibilité et hépatique et rénale un petit peu intermédiaire. Donc le bovin, c'est plutôt rénal, le cheval, c'est hépatique et rénal, et le mouton, c'est hépatique. Et donc, résultat, on s'est aperçu que cette plante, elle commençait à envahir. Elle profite parfois de conditions, la météo va encore influer sur son développement. Vous avez un printemps sec, les graminées n'arrivent pas à se développer. Il se met à pleuvoir au mois de mai, ce qui est le pic de production de cette plante. Comme toutes les fabacées, légumineuses, c'est des plantes qui aiment bien se développer mai-juin. Et à ce moment-là, elles envahissent complètement et elles étouffent le couvert graminé poacé. Et donc, de ce fait, on se retrouve avec une représentation
de la plante. Et malheureusement, cette plante contient des molécules. Alors, on n'est pas tous d'accord sur les différentes molécules, mais on est tous d'accord sur c'est une phytohémagglutinine. Cette phytohémagglutinine va se fixer, va se constituer comme un antigène déclencher une production d'anticorps, former des immuns complexes. Et ces immuns complexes vont provoquer cette nécrose et au niveau rénal, en se fixant au niveau du néphron et du tube proximal, et également au niveau de la disjonction derme-épiderme. Mais la différence par rapport à la phototoxicité, c'est que là, toutes les zones cutanées sont touchées indifféremment du caractère mélanique de la peau. Une dernière petite atteinte cutanée, c'est les chenilles processionnaires, qui défraient la chronique depuis que les chenilles processionnaires du chêne et du pin ont atteint la capitale, mais qui sont bien connues des vétérinaires depuis une quarantaine d'années. Et là, vous pouvez compléter le propos par la conférence de septembre 2023 de l'IFCE. Je conclus en disant que nos services de centre antipoison, du RESP et de l'IFCE sont à votre disposition pour vous renseigner et vous assister à l'instruction de tous les accidents avec les toxines naturelles synthétiques. Les centres antipoison sont ouverts de 8h30 à 24h, 365 jours par an, et n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie de votre attention.